Maman. Maman. Proposer un armistice et un traité de paix. Mais vous n'êtes pas sérieux, Ludendorff. Le front de l'Ouest ne parviendra pas à tenir plus de 2 jours, monsieur le général Feldmaréchal. La victoire ne vous paraît plus à notre portée, Ludendorff? Depuis la capitulation de la Bulgarie et la percée des Alliés sur le front des Balkans, impossible. Et autrement dit, nous nous retrouvons désormais dos au mur. Pas nous. Ne vous en faites pas. Le gouvernement devra en assumer la responsabilité. Seul nous importe le salut de l'armée, sa survie, et avant tout son honneur. Il faut donc que l'armistice ait une motivation politique et pas militaire. Jamais aucun gouvernement n'acceptera de se prêter à ça. Pour être crédible auprès des Alliés, il faut avant tout que la proposition de paix leur soit faite par ceux qui ont toujours été en sa faveur. Vous voulez que les partis de la majorité parlementaire entrent dans le gouvernement? Oui. Il faudra faire ce sacrifice si nous voulons les manipuler. Une transition vers un système de gouvernement parlementaire. Nous augmenterons ainsi nos chances de faire accepter cette proposition d'armistice, puisque les Alliés et leur ami américain, le président Wilson, prétendent faire une guerre pour la démocratie dans le monde. Notre constitution le permet-elle, von Hintze? Il va falloir la réviser. J'en ai bien peur. Mon excellent confrère, monsieur le secrétaire d'État, a des idées encore plus radicales. Il ne se contenterait pas de faire entrer les sociaux-démocrates au gouvernement. Il voudrait le leur confier. Autrement dit, une révolution. Oui. Oui, mais une révolution des élites. Messieurs, il est de mon devoir de vous informer que notre situation est préoccupante. Le front de l'Ouest ne résistera pas longtemps. Nous ne pouvons plus nous fier à nos troupes. D'autre part, avec ces renforts américains, l'ennemi a les moyens de réussir, à très court terme, une percée déterminante. Ce qui amènera notre armée de l'Ouest à s'effondrer, à se replier vers le Rhin, déchaînant une révolution sur tout le territoire. C'est là une catastrophe qu'il nous faut éviter. Et dans ce but, le commandement suprême de l'armée vient de demander à Sa Majesté et au chancelier, toutes affaires cessantes, la rédaction au nom du peuple d'une proposition d'armistice. D'après le projet de traité de paix élaboré par le président Wilson, qui prévoit l'évacuation des territoires occupés en Russie, France et Belgique, la restitution de l'Alsace-Lorraine, l'indépendance de la Pologne et la création d'une société des nations. Est-ce que c'est vrai, mon général? C'est donc la fin de toutes nos espérances. Nous pouvions encore hier croire à la victoire et voilà qu'il faut capituler. Et que va-t-il se passer? Je viens de demander à Sa Majesté de n'inviter à entrer dans le gouvernement que les membres des partis qui ont amené le pays à la défaite. Puisqu'il faut qu'on signe cette paix,
qu'ils la signent eux-mêmes. Ils nous ont servi cette soupe alors qu'ils la dégustent eux-mêmes. La guerre est perdue, camarade. Et voilà que le camarade Ebert nous propose, à nous, sociaux-démocrates, le soin de tirer les marrons du feu. Allons, ne me dis pas que tu es sérieux, Friedrich. Sache que pour ma part, je refuse d'entrer au gouvernement d'une entreprise en banqueroute. Un gouvernement qui nous a menti, qui se prétend contraint à capituler avant qu'un seul ennemi ait franchi nos frontières, ou qu'un seul coup de feu soit tiré sur le sol de notre patrie. Puisque tout est en train de s'effondrer, il ne faut pas que l'on puisse reprocher à notre parti d'avoir refusé de coopérer aux heures les plus sombres de notre histoire, camarade Scheidemann. Nous devons même nous précipiter dans cette brèche ouverte, pour voir si nous serons assez influents pour faire coïncider nos souhaits et revendications avec le sauvetage de notre mère patrie. Je partage l'avis du camarade Noske. Moi aussi, camarade Bauer. Ludendorff nous promet une pleine parlementarisation, et c'est là ce que les sociodémocrates réclament en vain depuis longtemps. Il me semble donc évident que nous avons le devoir d'entrer dans ce gouvernement. Au cœur de l'État, le royaume sacré fait son entrée. Au cœur même du tumulte des canonnades, s'élève enfin la mélodie de la paix éternelle. Je devrais vous faire arrêter. Notre grand poète Becher, chantre de la classe ouvrière. La révolution en soi et pour soi. C'est pourtant un fils de bonne famille munichoise. Ça explique ces poèmes qui ne sont que du vent. Ce n'est qu'un bourgeois qui fuit la réalité du monde. La révolution a besoin de force positive et pas d'apprentis poètes aspirant à la célébrité. Alors, épargnez-le, je vous en prie. Si c'est le mal bolchevique que vous voulez éradiquer, arrêtez Monsieur Herzfeld, son frère Hartfield et moi-même. Qui, notre cher conseiller, veut-il faire arrêter cette fois? Et si vous vouliez m'y autoriser, chère madame, je me traînerais à vos pieds jour et nuit, afin d'y déposer toute mon admiration. Vous êtes un homme heureux, monsieur Cassirer. Admirer une exceptionnelle comédienne est une chose, malheureusement, vivre avec elle en est une autre. Où est le comte Kessler? Au téléphone. J'espère que vous n'avez pas commencé votre lecture, mon cher Becher. Oh, je crains fort que vous n'espériez en vain. Il a déjà terminé. Mon ami très cher, le peintre Georges Cross, Madame Tilla Durieux, nouvelle étoile du théâtre et de l'opéra comique. Vous connaissez Herzfeld et son frère John Hartfield, je crois. Oui, vous êtes l'éditeur de ce cher maître, c'est bien ça? Dieu m'en garde. Éditer l'art bourgeois est plutôt de la compétence de votre cher mari. Alors? Eh bien, c'est fait. Le chancelier est tombé, et avec lui Hinz et l'ensemble du système. Veuillez m'excuser, cher madame. Je vous en prie. Et le Kaiser? Ah, il séjournasse pas. Il se veut démocratique, souhaite que l'ensemble du peuple allemand participe au devenir de notre mère patrie, et que des hommes soutenus par la confiance populaire fassent respecter les devoirs et les droits du gouvernement. Cher comte, n'est-ce pas là ce que vous et le Parti démocratique demandiez? Oui, mais parce qu'à l'époque, ça avait un sens. Eh bien, il devra se passer de ma collaboration. J'ai du mal à imaginer que Sa Majesté ait pensé faire appel à des bolcheviks de salon tels que vous. De salon? Ça commence déjà à brûler dans les fabriques et mon argent a contribué à allumer le feu. Ne vous occupez pas de lui. Et si le Kaiser avait compris les signes du temps? Ce n'est pas pour autant que moi et les sociodémocrates indépendants allons nous sacrifier. Espérons, madame, que vous n'aurez pas à déplorer d'avoir fréquenté cet homme. Et que vous, monsieur, n'aurez pas à regretter d'avoir été à la droite de la droite. Veuillez au moins respecter la gravité de la situation. Son Excellence, monsieur le chancelier, le prince Maximilien de Bade. Messieurs. Bonjour, monsieur le chancelier. Bonjour. Excellence. Veuillez vous asseoir.
Pardon, monsieur le chancelier, mais... Allons, monsieur Herzberger, asseyez-vous. Monsieur Scheidemann, monsieur Bauer, s'il vous plaît. Je suis envoyé par mon parti, le Centre catholique, à propos de notre entrée au gouvernement. Je vous écoute. L'influence de l'état-major sur la vie politique doit être limitée, et cette guerre doit cesser. De telles exigences dépassent largement les miennes. Et le Kaiser doit rester régent, votre Excellence. Ma petite? Oui, chef? On a du pain sur la planche. Venez dans mon bureau. Je vais voir si c'est bon. Je vous remercie. Les nouveaux hommes forts du gouvernement, ce sont les Scheidemann et les Herzberger. Ceux qui, en 1917, nous ont déjà imposé le vote de leur soi-disant résolution de paix au Parlement, avec pour conséquence de mettre à genoux ce pays et son armée. Ces hommes ne sont pas là pour nous apporter la paix, mais le chaos total. Avec, c'est moins que rien. Avec ces partisans de la reddition et de la défaite, aucun État n'est en mesure de remporter une guerre. Vous y êtes, ma petite? Vous êtes remarquable, chef. On est ce qu'on est. Avec Scheidemann, Bauer et Herzberger, le problème est réglé. Il faut capituler. Point d'exclamation. Édition spéciale, édition spéciale. Wilson demande le repli des troupes. Édition spéciale, édition spéciale. Voilà, monsieur. Merci mon bien. gars. C'est bon, en avant. Édition spéciale, édition spéciale. Voilà que maintenant le président américain demande le retrait de nos troupes de France et de Belgique. L'arrêt total de la guerre sous-marine et l'abdication de Sa Majesté le Kaiser. C'est bien ce que je craignais, Paula. Ils sont aveugles et ils sont tombés dans le piège. Noske, Ebert, Bauer, tous autant qu'ils sont. Et voilà qu'ils songent uniquement à désigner un bouc émissaire pour une miette de pouvoir. Comme si c'était eux, et pas les militaires, qui avaient attaqué la Belgique, employé les gaz toxiques et envoyé les sous-marins. Qu'est-ce que c'est? Le téléphone, monsieur le secrétaire d'État. Qui est-ce? Un appel de Karlsruhe, il me semble. Ah, sûrement ce cher Oscar, qui veut savoir comment va sa pauvre mère. Oscar? Je viens. Merci. Alors, comment est-ce qu'il se porte? La grippe espagnole frappe aussi là-bas. Il va avoir besoin de moi. J'aurais déjà dû m'opposer au retrait des troupes des territoires occupés et à la deuxième exigence de Wilson, l'arrêt des attaques sous-marines. Mais cette fois, il va beaucoup trop loin. Faire abdiquer le Kaiser serait folie. Nous ne l'accepterons pas. Diffuser une dépêche de l'état-major. Cette dernière exigence est d'après nous un affront national et un appel à poursuivre le combat de toutes nos forces. De la part du général Feldmaréchal Hindenburg en personne. Nous n'avons désormais de compte à rendre qu'à notre peuple et au Kaiser. Voiture. 45, dépêchons-nous. Suivant. 1 minute. Demi-tour. Demi-tour. 55. Dentition. C'est bon. Langue. Apte au service. Moll Friedrich, c'est bien ça? Oui, mon capitaine. Vous avez bien 17 ans? Je les aurai en février, mon capitaine. Apprenti mécanicien? C'est ça, mon capitaine. Langue. Taille. 1m73. Sois fier de toi, te voilà un homme. Suivant. Suivant. Lenke Paul, c'est bien ça? C'est ça, mon capitaine. Votre fils n'est pas le seul, monsieur le secrétaire d'État. C'est une épidémie effroyable. Rien qu'ici, nous en sommes à plus de 200 morts. C'est bien d'avoir pu venir aussi vite. C'est l'avant-dernier lit là-bas.
moi. C'est ton père. Je voyais les larmes des deux grenadiers, accablés par la triste nouvelle. Là, dis j'ai peur. Non. Mon âme. Oscar. Je demande la permission de m'entretenir avec Sa Majesté. Le Kaiser doit poursuivre le combat. Nous n'avons pas d'autre choix, votre Excellence. Général Ludendorff, voilà à peine quelques jours, vous nous avez poussé, moi et les autorités, à produire une offre d'armistice de toute urgence devant le risque imminent d'effondrement du front. Et cette demande a déjà des conséquences. L'ennemi nous impose des conditions qui entraîneront une catastrophe dans le monde entier. Et voilà que vous parlez aujourd'hui de reprendre le combat. En effet, c'est ce que je vais demander à Sa Majesté. Sinon, je lui donnerai ma démission. Dans ce cas, je recommanderais à Sa Majesté de l'accepter immédiatement. Comptez sur moi. Vous ne disposez plus de ma confiance désormais. J'ai celle du Kaiser. Je prierai Sa Majesté de faire le bon choix. Vous ou moi. Je suis vraiment navré, monsieur le général en chef. C'est maintenant vous, le général en chef des armées, Gruner. J'en suis vraiment désolé. Après 2 ans sous votre commandement suprême. Le Kaiser doit savoir ce qu'il fait. Je suis profondément navré. Une forteresse qui se rend à l'ennemi avant de livrer le dernier combat s'expose à la honte et au déshonneur. Mais, votre Excellence, c'est vous qui avez proposé un armistice. Maintenez l'ordre dans le pays, Gruner. Redoutez le bolchevisme. Le Kaiser doit prendre le commandement de l'armée et, s'il le faut, tomber avec elle. Mais son armée va-t-elle encore lui obéir? Un peuple qui se laisse imposer des mesures qui détruisent jusqu'à son existence en renonçant à recourir aux armes est un peuple voué au déclin. Vous avez obtenu les visas suédois? Oui, mon général. Pour vous et votre épouse. Quand comptez-vous partir? Quand l'honneur, le devoir et mes responsabilités envers la patrie m'y contraindront, Major. Je n'arrive pas à croire à son départ. Le très illustre Ludendorff, héros de la bataille de Tannenberg, lui qui, avec une poignée de soldats, a réussi à battre les Russes, le voilà un traître, n'est-ce pas absolument incroyable? Enfin, nous voilà maîtres de ce pays. Le peuple va repeindre les rues en rouge. Quant à ce criminel, le peuple l'aura oublié avant ce soir. Ah, Liebknecht! Il est enfin sorti de prison. Harry? Oh, Harry, si vous l'aviez vu, je me suis retrouvée juste devant lui. Je ne pouvais plus faire un seul geste. J'admirais ses yeux brillants, je buvais ses moindres paroles. Plus de 1000 personnes suspendues à ses lèvres. Mon mari a raison. Et si jamais quelqu'un peut transformer ce monde cruel, c'est ce Liebknecht, car le Liebknecht et personne d'autre. Ma chère Tilla est vraiment folle de cet homme. Il va falloir que ça change. Ou je n'aurai pas d'autre choix que de le provoquer en duel. Je ne partage pas votre insouciance. La chute de Ludendorff de son piédestal risque fort de marquer pour longtemps l'avenir de ce pays. Dites-moi qui, depuis César, a disposé d'un tel pouvoir? Pour les forces réactionnaires du Reich, c'était un chef et pas n'importe quel chef. Un chef auréolé de hauts faits militaires, invaincu, divinisé.
Il ressuscitera tel le phénix avec son état-major lorsque le gouvernement aura fait en sorte qu'une tempête s'abatte sur le Reich. Oui? Monsieur Becher, monsieur. Excusez-moi, Harry, je suis en retard. J'ai été retenu par une manifestation devant le consulat autrichien, mais... Madame Durieux, ravi d'avoir l'occasion de vous dire à quel point j'ai personnellement été pétrifié par votre talent, votre présence dans la pièce de Wedekind. En fait, soyez-en remerciés. Remerciez également tous vos partenaires, ainsi que votre bon génie Max Reinhardt. Oubliez donc les Autrichiens et les Autrichiennes. Et ma femme en est une, hélas. Les vrais Allemands ne leur adressent plus la parole. Ils n'existent plus, Becher, et on ne doit plus en parler. Ces traîtres viennent de proposer aux Alliés une paix contraire aux intérêts allemands. Parce que nous sommes avisés. Avisé n'est pas le mot que j'avais à l'esprit. Mais cela veut dire qu'un jour ou l'autre, le socialisme vaincra. Mais notre hôte ne voit pas tout à fait les choses ainsi. Quand on pense que le peuple vous surnomme le comte rouge. Oui, mais il y a rouge et rouge, ma chère amie. Moi, je vois rouge quand je pense à l'actualité, aux lenteurs du progrès, et votre rouge est celui du velours des salons. Je dois malheureusement... Goussec? Vous désirez, monsieur? Veuillez vous occuper de notre bienheureux poète. 40, 60, 80 et 300. Je devrais écrire des poèmes aussi. Le comte avait promis de me remettre 3600 marks. Ah oui, par an, monsieur Becher, par an. Monsieur le comte a demandé des règlements mensuels, étant donné vos énormes besoins d'argent. Désolé. J'ai du mal à me souvenir de votre nom. Volke, je vous le demande une dernière fois. Levez l'ancre, c'est un ordre. Non. C'est une mutinerie. L'État ne sait rien de l'avancée des flottes ennemies. Nous nous mutinons pour l'État, pas contre lui. Votre État, Volke. Pas le mien. Je vous prie d'appareiller sur le champ, c'est clair. Non. Pas question de se sacrifier au dernier moment. On ne se bat pas contre l'Angleterre. Abat cette putain de guerre. Abat cette putain de guerre! En tant que représentant des délégués syndicaux, je suis partisan de passer à l'action. Mais la question est de savoir quand le prolétariat de Berlin agira, afin qu'on établisse la paix, qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette vieille monarchie pourrie et le despote Guillaume. C'est tout le problème, camarade Barth. Selon mes informations, en provenance des entreprises de la capitale, les gens ne sont pas encore prêts. La classe ouvrière de Berlin n'est pas encore mûre pour la révolution. Il est clair qu'il est trop tôt pour passer à l'action. Et nous ne serons jamais prêts pour lundi prochain, le 4 novembre. C'est absolument exclu, monsieur Liebknecht. Et nous autres, membres de la Ligue spartakiste, nous sommes absolument décidés à agir dès lundi prochain. Et en fonction des résultats, nous déciderons s'il faut aller jusqu'à la révolution. Camarade Liebknecht, nous devons nous méfier des décisions hâtives qui risqueraient de mettre en danger l'ensemble de nos efforts. La situation est grave, il est l'heure d'agir. Camarade Liebknecht, toutes vos convulsions révolutionnaires me fatiguent. Vous n'avez aucune idée de l'état d'esprit de mes hommes. Je vous en prie. Je propose de reporter l'action d'une semaine au 11 novembre prochain. Qui est pour? Les choses sont simples pour moi, monsieur le comte. Je ne suis pas noble. Ce n'est pas plus compliqué pour moi. Si le Kaiser n'abdique pas, je veux dire avant cet armistice, le monde ne pourra pas connaître l'apaisement. Or, il y a déjà une trentaine d'années qu'il règne en maître. Mais sur quoi débouchera son départ? Une mascarade. Je ne vois à l'heure actuelle personne pour le remplacer. Nous en avons longuement parlé, nous aussi. Les sociodémocrates semblent vouloir préserver la dynastie en place. Délicieux ce bœuf stroganoff, n'est-ce pas? Et ce Riesling. Où en étais-je? Les princes, oui. La relève n'est pas brillante. Heinrich le Poivreau, Friedrich Wilhelm le jeune abruti. La plupart des gens ne savent même pas qui c'est. Mais le duc de Brunswick serait le candidat rêvé. Il a de nombreux amis anglais qui lèveraient le blocus à sa demande. Vous êtes bien naïf, cher ami. Le Kaiser a les mêmes relations. Voyons les choses en face. La réalité
c'est qu'au plus tard, fin avril, nous allons manquer de matières premières. Je vous assure. Je me suis entretenu avec le chef du 7e corps d'armée, d'après-midi. Et si jamais les ouvriers se soulèvent, il craint fort que ces troupes se mutinent. Toute la nuit, on aurait dit que le monde s'écroulait. On y voyait clair et il y avait un bruit assourdissant. Celui d'1 million de tirs d'artillerie. Ici un bras et ailleurs une jambe arrachée. La totalité de l'Alpenkorp anéantie. Des hommes jeunes, comme moi. Du sang partout, une odeur de charogne et des cris. Et le bruit des armes, des avions en plein ciel. C'était une région magnifique. Plus belle que le Rhin. Et qu'en reste-t-il ? Pour le Kaiser et la mère patrie. Salut à l'empereur glorieux avec ses harengs et patates frites. Gloire au Kaiser. Bouffe sur ton trône sans crainte, caviar et viande d'Inde. À nous le poisson avarié dans son beau papier. Aux œuvres d'art et à l'éternité. Vous connaissiez le peintre? Egon Schiele et moi étions frères. De quoi il est mort? De cette saloperie de grippe espagnole. Bonjour à tous. On oublie de frapper à la porte, Goussek? Pardonnez-moi, mais on vient de m'apprendre que le travail va cesser à midi dans les usines, que tout le monde va rentrer déjeuner chez maman et se retrouvera dans la rue à 3 heures. Drôle de façon de dire au Kaiser d'abdiquer. Fritz Goussek, je suis le secrétaire privé du comte Kessler. Max Goetz, il va rester ici un moment. Enchanté. Il en jaillira une libre république. Et nous répondrons. Descendez, allez. Il en jaillira une libre république. Nous allons libérer nos camarades. À bas cette putain de guerre. Libérez-les, libérez-les, libérez-les. Libérez nos camarades tout de suite, frères. Ne tirez pas. Feu. La Ligue spartakiste voulait en fait attaquer le 4 si mes informations sont exactes. Monsieur le chancelier, je viens d'apprendre que l'amirauté aurait reçu l'ordre de tenter l'assaut de la dernière chance contre l'Angleterre. Est-ce que c'est vous qui avez donné cet ordre? Moi? Certainement pas. Sachez que l'orgueil monstrueux de l'amirauté a abouti à une mutinerie de masse. Messieurs, la situation à Kiel est très grave. Les marins viennent de prendre le pouvoir dans tous les quartiers de la ville. C'est une catastrophe. Que préconisez-vous, monsieur le secrétaire d'État? Seul un des nôtres, du Parti social-démocrate, peut encore sauver la situation. Il pourrait contenir la révolte des marins. Je pense à quelqu'un, mais le choix appartient à votre parti, Scheidemann. Vous devez penser au même que moi, cher Herzberger, à mon camarade Noske. Ne vous inquiétez de rien, Noske le dressera bien. Nous autres, Prussiens, ne sommes pas partisans du dressage. Noske est notre spécialiste de la marine et il calmera les meneurs. Et seul un social-démocrate comme lui pourra nous éviter la révolution. Bien, dans ce cas, je vous demanderai de l'appeler au plus tôt, monsieur le secrétaire d'État. Le trousseau, donne-moi les clés. Merci, camarade. En avant, les gars, on les flancs. Votre mouvement, auquel je n'ai pas encore pris part, a besoin d'une main de fer. On m'a informé que vous êtes affilié au Conseil des soldats du Kiel et qu'il vous manque un porte-parole. C'est pourquoi, provisoirement, je vous propose aujourd'hui, en tant que président national du Conseil des
soldats de veiller aux intérêts de tous nos vaillants matelots allemands. La Marine nationale s'est jointe aux mutins et a réussi à désarmer nos troupes. On ne sait pas s'ils ont pris le contrôle des navires. Téléphones et télégraphes ont été coupés, on ne peut plus communiquer avec Kiel. Et Berlin pourrait subir le même sort? Nous disposons encore de troupes fiables. Mais où est passé Herzberger, monsieur le comte? Veuillez excuser mon retard, mais tout le prolétariat de Berlin est en mouvement. Oh, asseyez-vous donc, commandez quelque chose et entonnez l'international, cher Cassireur. Kiel est déjà aux mains des matelots et on dit que Hambourg, Lübeck et Cuxhaven sont sous le contrôle des rebelles. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère. Je vous en prie, monsieur Cassireur. Ah oui, j'oubliais que vous travaillez pour la police secrète prussienne. Faites-leur un rapport. Monsieur Herzberger est retenu, je suis navré. Il a dû partir en urgence pour un voyage très important. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Ils veulent que je serve de bouc émissaire. Tant pis, Mathias, il faut que tu ailles jusqu'au bout. La patrie a besoin de toi. Tu dois te dévouer en mémoire de notre fils. Sa mort aura au moins servi à ça. Oui. Hé, qui va là? Comment t'as fait pour venir? J'ai pris le train. J'ai été obligé de finir à pied. Tout Berlin est verrouillé. Vous avez fait quoi? On en a fini avec tout ça. Avec la guerre et avec le Kaiser. On a fait table rase. C'est au tour de Berlin. Oh, mon grand, ne t'occupe pas de politique. Pas quand ton père et tes frères sont morts pour l'Allemagne. Justement, ils se sont fait tuer parce qu'ils ne s'en mêlaient pas assez. Mon grand, il faut me comprendre. Je veux pas te sentir en danger. J'ai plus que toi et j'ai peur de te perdre. Maman, il m'arrivera rien. Je t'ai dit que je meurs de faim. C'est bientôt la paix alors. Avec les alliés peut-être, mais pas avec les ennemis de l'intérieur. La troisième exigence du président Wilson est totalement inacceptable. Exiger l'abdication du Kaiser est le signe évident de son mépris. Non seulement envers le peuple allemand, mais envers la maison régnante. Et c'est bien la toute première fois que ce ne sont pas les militaires, mais les politiciens qui négocient un armistice. Toutefois, je suis sûr que vous êtes l'homme qu'il nous faut. J'ai confiance en vous, monsieur le secrétaire d'État. Alors que Dieu vous garde. Négociez donc au mieux de nos intérêts et de ceux de la patrie. Monsieur Herzberger? Oui?
Le maréchal Foch a accepté de recevoir votre délégation à 10 heures. Il paraît que le maréchal est un homme extrêmement ponctuel. Il me reste 3 heures. Pour qui se prend-il, ce Français? Vous parlez d'une ponctualité. Je n'ai jamais autant poireauté. Qu'est-ce qui amène ces messieurs ici? Qu'attendent-ils de moi? Le maréchal Foch vous remercie de votre patience et aimerait savoir ce qui vous amène ici. Je représente ici notre Reich. J'attends vos conditions pour conclure l'armistice et suspendre les hostilités. Sur mer, sur terre, dans les airs et sur tous les fronts. En tant que vaincu, l'Empire allemand n'a pas d'exigence. Nous souhaitons conclure un armistice et suspendre toutes les hostilités en cours. Mais nous attendons de vous des propositions précises. Je n'ai aucune proposition à vous faire. Vous avez entendu ce que vient de dire le maréchal. La situation a changé, Votre Excellence. Nous parlons en tant qu'émissaire du SPD. Tout Berlin est debout. Les casernes ont abandonné tout le pouvoir à la rue sans tirer une seule fois. Je crains que les masses n'exigent de moi en tant que président du parti l'application de notre programme. Mais l'Allemagne n'est pas encore mûre pour la République. Le Kaiser doit immédiatement abdiquer. J'ai rappelé à Sa Majesté cette exigence à 5 reprises, mais je n'ai pas encore reçu sa réponse. La régence doit être confiée à un de ses fils ou petits-fils. Et le SPD doit se voir confier la chancellerie. Vous êtes prêt à assumer cette fonction, monsieur Hebert? Oui, Excellence. Je ferai donc savoir que le Kaiser a abdiqué ce jour et que la chancellerie a été confiée aux dirigeants du SPD. Ce qui devrait amener les masses à renoncer à la rue. Vous pourriez encore éviter la révolution? Je suis comme vous. Je redoute la révolution comme la peste. Nous l'éviterons, Excellence, même s'il nous faut pour ça en prendre la tête. Sa Majesté renonce-t-elle à son trône? Point d'interrogation. Non, 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 ça ne va pas. Patience, ma petite, ça va venir. Renonciation. Oui, ça, c'est pathétique. Écrivez. Le Kaiser songe désormais à renoncer à son trône. Il faut que l'un de vous sorte leur parler. Friedrich, arrête de t'empiffrer. Allez, vas-y. Je t'en prie, Friedrich. Et je dois leur dire quoi? De se calmer et de rentrer chez eux. Pourquoi tu n'y vas pas? Parce qu'aucun d'eux ne me connaît. L'armistice est négocié en ce moment même. La vieille monarchie vient de tomber en miettes. Le militarisme est de l'histoire ancienne. Les Hohenzollern ont abdiqué. Le député Hebert vient d'accepter la direction du gouvernement. En cette heure historique, nous proclamons fièrement que l'Allemagne libre est dès aujourd'hui une république socialiste. Bravo! Vive l'Allemagne et vive la République! Et le règne
du capitalisme qui n'a offert à notre Europe que souffrance et massacre est terminé. Oui, mais nous devons à tout prix préserver cette éclatante victoire du peuple d'Allemagne. Et je vous demande aujourd'hui, solennellement, mes camarades citoyens, de faire régner au plus vite l'ordre et le calme. Et dès maintenant, tel est notre devoir, camarades. Former un gouvernement de travailleurs et de soldats. Vive l'Allemagne! Et vive notre nouvelle République! Ceux d'entre vous qui veulent bâtir l'Allemagne libre et la République socialiste, ceux qui veulent la victoire des révolutionnaires, je leur demande de lever la main avec moi. Promulguer la République? Est-ce que tu es devenu fou? Tu as refusé d'y aller, alors je me suis dévoué. Mais tu n'avais pas à promulguer la République! L'avenir de l'Allemagne, que ce soit la République ou autre chose, dépendra uniquement de l'Assemblée nationale! C'est de la pure folie! Monsieur Hebert, Votre Excellence. Bonjour, Votre Excellence. Dieu merci, vous êtes encore là. Au nom de tous, je viens vous supplier de rester. Mais pourquoi faire? Pour assurer la régence de l'Empire à la place du Kaiser. Le Kaiser a abdiqué. Oui, je le sais, Votre Excellence. Et moi, je sais que vous préparez un accord avec Liebknecht et les Spartakistes, et cela me pose un problème. Jamais je n'accepterai de coopérer avec eux. Moi non plus, je vous assure. Très bien, je vous confie donc à la chancellerie. J'ai sacrifié 2 fils pour le salut du Reich. Édition spéciale, le Kaiser a abdiqué, il s'est réfugié en Hollande. Édition spéciale. Oh. Oh, vous menez grand train, mon ami. Votre manteau, monsieur le comte. Ils ont posté des mitraillettes sur le toit du Reichstag. Ils semblent craindre une attaque des Spartakistes. Vous en savez plus que moi? Non, mais je suis ravie de l'apprendre. Au risque de vous surprendre, j'ai peur que ce ne soit l'inverse. Nous devons surtout craindre les assauts de la contre-révolution. Un verre pour vous remettre? Ne soyez pas naïf, Cassireur, et ne me dites surtout pas que vous souhaitez la victoire de la terreur bolchevique. Personne ne pourra s'opposer à nous. Comme Karl Liebknecht, ma femme est une vraie romantique. Avant de baiser ses mains si délicates, demandez-vous plutôt si elle pourrait tuer. Le pourrait-elle? Oui, Hebert. Ici le général de division Gröner. Très heureux de vous entendre, général Gröner. Monsieur le chancelier, je vous informe que le Feldmaréchal Hindenburg a accepté de rester le commandant suprême de nos forces armées. Ah, vous m'envoyez ravi, général Gröner. Le Feldmaréchal veut obtenir du gouvernement le soutien du corps des officiers afin de maintenir l'ordre et la discipline dans toutes les forces armées. Et quoi d'autre? En ce qui me concerne, monsieur, j'attends de vous que vous combattiez la révolution. Que vous formiez un nouveau gouvernement stable et incontesté, soutenu sans condition par l'état-major et les troupes. Et que vous convoquiez au plus vite une assemblée nationale. Alors vous soutiendrez mon gouvernement? Si vous me promettez de combattre le bolchevisme, le chaos et la révolution à mes côtés. C'est d'accord? C'est d'accord. Ce n'est plus une négociation. C'est un diktat. Je refuse d'en prendre la responsabilité. Il n'y a que Hindenburg, ou encore mieux, le Kaiser, pour en décider. Tenez, lisez l'article 26. Le maintien de l'actuel blocus. Mais qu'est-ce qu'il croit? On va regarder sans rien faire femmes et enfants mourir de faim?
Excusez-moi, monsieur von Heldorf. Monsieur le secrétaire d'État. Regardez cet article de presse, un Français me l'a passé discrètement. Eh bien, allez-y, lisez-le. L'Allemagne a aujourd'hui un gouvernement populaire. La garnison de Berlin est aux ordres de ce gouvernement révolutionnaire. Mais le Reich est entre les mains de monsieur Friedrich Ebert, un social-démocrate. Et le Kaiser? Il n'y a rien d'autre. Monsieur Herzberger? De la part du Feldmaréchal Hindenburg en personne. Messieurs, je me demande à quoi nous servons. Il veut modifier toutes les dispositions. Il sait qu'on ne peut pas parler avec les Alliés. Il termine pourtant par cette phrase lapidaire. Même si vous n'y arrivez pas, il convient de conclure par tous les moyens. Voilà où on en est. Je crois qu'il nous prend pour des idiots. Quand le SPD parle de chaos, nous on parle de révolution. Vous avez entendu, comte Kessler? Quoi, monsieur le représentant du peuple? L'Autriche. La révolution va aussi précipiter l'Autriche dans le chaos. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Cette révolution me semble totalement pacifique. Non. Je suis absolument convaincu que la constitution de conseil, mêlant des travailleurs et des soldats, conduira bientôt à l'anéantissement du Reich. C'est donc pour cela que des troupes d'opposants viennent de Potsdam? Je n'en suis pas informé. Vous tentez de sauver ce que vous vouliez détruire. Non, ce calme est extrêmement trompeur. Il est absolument impossible que les royalistes, les réactionnaires, les propriétaires se soient volatilisés. Je crois que c'est le calme avant la tempête. Si je puis me permettre, c'est également mon avis. Je vous prie de m'excuser, messieurs, mais j'ai dû faire un détour. Juste devant le Reichstag, les marins et les spartakistes ont commencé à tirer sur les soldats allemands. C'est le début de la fin et la faute en revient à vous et aux vôtres, monsieur Cassirer. Je trouve assez remarquable qu'un homme qui symbolise la réaction m'accuse d'avoir commis une faute, monsieur von Berger. Ça, vous me le paierez un jour. Ça, c'était ce qui s'était passé la dernière fois, je me souviens. Mais à l'époque, on n'était pas dans le même régiment, ça change tout. Le maréchal Foch m'a chargé de vous dire que toutes les demandes du Feldmarschall sont rejetées par les Alliés. Ils ont fixé l'ultimatum à 11 heures précises demain matin. Il faut d'abord que je reçoive la dépêche officielle de mon chancelier. Lui seul peut m'autoriser à signer. Nous n'avons pas assez de temps pour appeler Berlin. Général Feldmaréchal, le choix vous appartient. Câble urgent. Plein pouvoir pour signer, de la part du chancelier du Reich. Terminé. Voilà, votre dépêche est arrivée. Et pourquoi l'avez-vous ouverte? Vous avez un nouveau chancelier? Vous le saviez? Je vous ai posé une question. J'en ai une autre. Je lis ici, le chancelier du Reich, terminé. Qui est cet homme? Terminé veut dire point, si cela peut vous rassurer. Et je vous prie de bien vouloir me répondre. Nous ne sommes pas traités en ennemis. Nous sommes traités comme des moins que rien. D'après moi, c'est ce que sont tous ceux qui sont responsables de cette guerre. Qu'est-ce que je peux négocier? Maintenant que Foch sait que je dois signer demain. Je vous rappelle toutefois que la plus grande partie de ces obligations ne pourra pas être respectée. Nous voulons éviter d'imposer trop de souffrance à la population. Un peuple de 70 millions de personnes souffre, mais ne périt pas. Et notre peuple n'a déjà que trop souffert au rythme des combats. Très bien. Le maréchal approuve. Ça va sans doute vous surprendre, mais j'avais compris.
Et à mon retour, je veux voir cette automobile pavoisée en noir, rouge et or. Mais... Il n'y a pas de mais. L'ordre règne encore dans ce pays, compris? Monsieur Herzberger, il nous reste à vous remercier chaleureusement pour les services rendus à notre peuple durant ces heures sombres de son histoire. Monsieur Scheidemann et Monsieur Landsberg, je crois que vous les connaissez. Et nos collègues, ces messieurs du Parti des Indépendants, Haase, Dittmann, Barth. Oui, nous nous connaissons aussi. Nous tenons à vous confirmer dans vos fonctions de commissaire de l'armistice. Et à vous confier au nom du peuple la tâche de veiller à l'application de l'ensemble des obligations de Compiègne que vous avez négociées. À condition que vous prêtiez allégeance aux forces de la Révolution que nous incarnons et à notre gouvernement. J'accepte d'assumer cette mission avec l'espoir que les Alliés reconnaîtront notre légitimité et feront de ce gouvernement un partenaire pour les négociations à venir. Monsieur Herzberger, toujours en fonction? Comme vous, monsieur le comte. Vous partez pour Varsovie en tant que délégué? Oui, je vais négocier le retrait de nos troupes de Pologne et d'Ukraine pour le gouvernement. Mais nous ne sommes pas tirés d'affaire. Ce n'est pas avec ce gouvernement que l'ennemi veut négocier. Ils ne veulent parler ni à Hebert ni aux autres. Il faut absolument que nos partis assument leurs responsabilités ou le maréchal Foch envahira ce pays avant la fin de l'ultimatum. Ce qui importe, c'est de faire front contre les spartakistes. Il faut mettre en place la nouvelle Assemblée nationale par un vote où seraient représentés à la fois votre centre et mes amis du Parti démocrate. Mais quand ces élections pourraient-elles avoir lieu? Il ne faut pas rêver, pas avant janvier. Ce sera trop tard, l'ennemi sera déjà là. Tout ça à cause de la lâcheté des officiers. Surtout de ce chef du corps de garde qui a interdit de faire feu sur les révolutionnaires. Il mériterait d'être fusillé. Je vous croyais catholique? Et à ce titre, j'ai droit à pénitence. C'est vrai, monsieur le comte? Le général Ludendorff s'est enfui en Suède? Oui, c'est du moins ce que je me suis laissé dire. Je pense qu'en temps de guerre, les grands héros d'hier sont les lâches d'aujourd'hui. Cet homme qui n'a reculé devant rien pour devenir notre commissaire de l'armistice, qui, dans la forêt de Compiègne, César, Otto, Martha, Paula, Ida, Émile, Georges, Norbert, Émile, vous y êtes? A allègrement signé au nom de l'Allemagne tout ce que le maréchal français Foch, F-O-C-H, lui a ordonné de signer au mépris de l'honneur national et de la fierté du peuple allemand. Cet homme qui nous a trahis et qui a bradé la paix est de retour à Berlin. Herzberger. Ça, il ne l'a pas volé, monsieur Grabowski. Ce petit réactionnaire, ce scribouillard de Grabowski, j'ai vraiment envie de lui foutre mon poing sur la gueule. Comme si votre mari n'avait pas fait tout ce qu'il pouvait. Sans lui, l'Alsace-Lorraine serait territoire occupé. Et il nous faudrait livrer nos armes, nos machines, nos avions, nos navires, nos sous-marins et Dieu sait quoi dans les plus brefs délais. Calme-toi, Johan. Ce qui m'importe, c'est d'en finir avec ce gouvernement. On est 3 contre 3. Indépendants contre majorité socialiste. Le pire, c'est qu'on ne peut se fier ni aux uns ni aux autres. Ravi que mon mari dans sa situation ait au moins un ami sur qui compter, monsieur Gisberts. C'est le moins que je puisse faire. Après tout, nous sommes du même parti. Tout de même, vous reprendrez bien un peu de gâteau, monsieur le député. Ah, volontiers. Cela dit, il n'est pas nécessaire de m'appeler monsieur le député parce qu'il n'y a pas de quoi en être fier. En tout cas, pour ce gouvernement avec les indépendants, je ne veux pas y voir ce Liebknecht ou cette Luxembourg. Il ne faut pas compter sur moi pour ça, Mathias. Non, non. Il n'hésiterait pas une minute à faire alliance avec la gauche française. Je me déshonorerais à leur adresser la parole. Leur seule préoccupation, c'est de se venger. Je prie chaque jour pour que les Français reprennent avec l'Allemagne un dialogue cordial. Et que les Anglais et les Russes fassent de même. Est-ce que ça va, Mathias? Ça lui arrive parfois depuis qu'il a vu ce Français, ce Foch. En approchant de Compiègne, au milieu de la France, mon train s'est mis à rouler moins vite. Parce qu'on passait devant les champs de bataille. Plus de verdure. Le sol était comme éventré. Partout, la mort et la désolation. Vous ne pouvez pas imaginer Ils ont fait exprès de faire passer le train à petite allure pour que vous voyiez bien ce qui s'était passé. Mais je ne parle pas de ça. Je n'ai pas vu un village que nos hommes de troupes n'aient incendié. C'était pure folie destructrice.
Les Français auraient bien raison de vouloir se venger. Sais-tu ce que tu es en train de dire? Oui, j'en suis conscient. Des kilomètres de douleur et de mort. Des villages et des églises brûlés. Et il n'en restait pas une pierre. Chaque centimètre carré dévasté par les éclats d'obus, le sang versé par les morts. Des morts qui étaient autrefois notre jeunesse. Je ne le sais que trop. Je ne veux pas que mon pauvre fils ait perdu la vie en vain. Je suis très heureux, camarade Luxembourg. Heureux de te voir enfin libre et de te souhaiter la bienvenue au sein de la Ligue Spartakiste. Tu as fait bon voyage? Oh, épouvantable. Il m'a fallu 2 jours entiers et pas moins de 6 correspondances de la forteresse de Franke à Breslau jusqu'à vous. La révolution touche même le trafic ferroviaire. Ou bien la contre-révolution. Mon arrivée n'a pas été saluée par des dizaines de milliers de personnes comme toi, camarade Liebknecht. Personne n'était au courant. Tu n'es tout de même pas jalouse? Oh, moi jalouse de toi. Un homme prêt à tout pour participer à un gouvernement avec des gens comme Hébert, ce serait absolument grotesque. Oh, tu as raison, Rosa. J'ai eu un moment de faiblesse. Les camarades m'ont rappelé à la raison. Si je n'étais pas athée, je dirais « Dieu soit loué ». Seul le regard de braise de Paula Negri sauve cette œuvre du néant absolu. On dirait que vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est le doute. Navré de vous décevoir, mais je suis l'incarnation même du doute. Je crois plutôt que c'est à Lubitsch que vous devriez faire ce reproche. Rien que le titre de ce film, Les yeux de la momie Ma, ça devrait vous éclairer sur la médiocrité de cette entreprise. Et ne me parlez pas de Monsieur Lubitsch en le qualifiant d'artiste. L'art, ce n'est pas ça, Monsieur Goertz. L'art, mon cher, doit libérer, abreuver et enthousiasmer. Monsieur le comte m'a prêté votre dernier livre de poèmes. Ils ne m'ont ni enthousiasmé, ni libéré, ni abreuvé. Alors que le film de Lubitsch, lui, m'a beaucoup diverti. Au risque de vous décevoir, mes chers, moi aussi. Je me fiche de l'avis de Monsieur Goertz, mais vous m'avez blessé. Madame Cassirer, monsieur le comte. Veuillez m'excuser, monsieur le comte, d'arriver aussi tard. Je viens vous lire un poème de Toller. Je ne puis trouver le repos. Je ne ferai que sombrer dans un sommeil semblable à la mort. Oh, vous êtes excusée, Madame Durieux. Il y a un instant, Monsieur Goertz évoquait Paula Negri et lui comparait votre talent. Et à qui va votre préférence, mon cher? Sur scène, vous êtes absolument unique, Madame Durieux. Et vous êtes tellement plus vivante. Vous comprenez ma souffrance à partager ma femme avec le public? Oui, mais vous savez à quel point le public vous envie, Cassireur. À présent, nous devons demander à Bécher, qui déteste Toller, de bien vouloir quitter la pièce et nous vous écouterons avec la plus grande joie. Moi, bien loin de l'euphorie et fermé à la souffrance. Moi, petite fleur fanée de la vallée nocturne. Moi, souhait d'une mère jamais exaucée. Moi, enfant sans désir, nourri de douleur. Moi, larmes de femme. Moi, nuit sans lumière. Moi, orphelin de la terre. Je combats en silence. Je crois avoir mérité une bonne coupe de champagne, vous ne trouvez pas? Ici le général de division Gruner. Je me demandais quand vous alliez m'appeler ce soir. Ça m'aurait manqué, cher général Gruner. À moi aussi, monsieur le chancelier. Représentant du peuple, je vous prie. Pour moi, vous êtes chancelier. Monsieur Hébert, il y a un problème qui m'inquiète. Les conseils des matelots, des travailleurs et des soldats sont aux mains des spartakistes. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Il faut rendre à nos officiers le pouvoir exécutif. Sans compter que des milliers d'armes sont toujours aux mains des populations civiles. Avant que nos troupes ne reviennent du front, il faut nettoyer la capitale. Nous sommes parvenus à reconstituer 10 divisions en vue de cette bataille de l'intérieur.
Une fois ce nettoyage fait, toute personne possédant une arme illégalement sera abattue sur le champ. Mais Général Groner, il y a avec moi 2 autres représentants du peuple de mon parti et 3 de la OSPD et je dois absolument les C'est vous, consulter avant. chancelier, non? Alors c'est à vous d'en décider. Et débarrassez-vous de ces 3 extrémistes. Vous n'avez pas besoin d'eux au gouvernement. Trouvez un prétexte. Monsieur le chancelier, vous êtes toujours là? Vous, là, venez voir. C'est à vous de venir me voir. Que voulez-vous? Je suis votre supérieur. Vous êtes malade? Je suis le représentant du peuple, Émile Barth, de la OSPD. Mais quel peuple vous l'a demandé? Je dois vous prier de me suivre. Je ne prends mes ordres que du chancelier Ebert. Où avez-vous servi pendant la guerre? À la fabrique de munitions de Spandau. Ah. C'est donc à vous et à vos grèves que nous devons d'avoir manqué de munitions au front et que tout est fini. N'importe quoi, c'est stupide. Mais que venez-vous faire ici? Je viens empêcher le pire, la contre-révolution et la guerre civile. Empêcher le pire? Figurez-vous que je n'ai pas besoin de vous pour faire mon devoir. Alors laissez-nous parler à vos soldats. Je vous présente le Conseil des déserteurs. Évacuez ce quai immédiatement, c'est compris? Ou vous le regretterez. Laissez passer. Poussez-vous. Monsieur le chancelier, voici le discours pour le retour des troupes du front tel qu'il nous a été soumis par le commandement suprême. Aucun ennemi ne vous a vaincu. Je peux encore le modifier à ma convenance, n'est-ce pas, Major von Schleicher? Vous y êtes autorisé, c'est vous le chancelier. Mais chaque mot a été pesé. Camarades, citoyens, soldats, soyez les bienvenus dans votre patrie à laquelle vous avez tellement manqué. Vos sacrifices sont historiques et vos exploits sans pareil. Aucun ennemi ne vous a vaincu. Croyez-moi, nous n'avons pas perdu la guerre. L'ennemi avait la supériorité en matériel et en soldats. C'est pour cela que nous avons renoncé la mort dans l'arme. Vous qui avez tous vaillamment affronté l'horreur, que ce soit dans la craie des falaises de Champagne, les marais insalubres des Flandres et les régions les plus froides de toute la Russie, quel était votre devoir de protéger la patrie de l'invasion ennemie? Vous avez éloigné de vos femmes et enfants, de vos parents, le feu de la guerre meurtrière. Non! Jamais on n'a connu une telle réussite. Grâce à vous, nous sommes libres. Vous êtes l'espoir de cette trêve historique. Et chacun d'entre vous est dès aujourd'hui l'un des artisans de notre avenir. Il est l'heure de déposer les armes. Arrêtez! Halte! En position! Genoux à terre! En joue! Feu! Fermez les portes! La situation à Berlin est intolérable. Nous sommes dans l'incapacité de gouverner normalement. Pas une seconde de calme dans les rues. L'impertinence et la division des marins, qui sont censés nous protéger, dépassent l'entendement. Dès aujourd'hui, il faut transférer le gouvernement à Weimar. Berlin est totalement soumis au règne de la rue, des spartakistes, des criminels, des fous dangereux. Dites-le franchement, vous voulez le conflit avec les indépendants? Vous abusez du socialisme, voilà ce que vous faites. Et vous trahissez la République avec vos suffrages truqués, vos élections de pacotille pour l'Assemblée nationale. Et voilà que vous retournez votre veste en protégeant les chefs des militaires. Quelle importance ont quelques facéties d'officiers au regard de... Vous prétendez représenter le peuple en haïssant le peuple. Messieurs les membres du gouvernement, j'ai fait fermer les portes et couper les lignes téléphoniques. Beaucoup de nos camarades sont morts, abattus par la contre-révolution. Jusqu'à ce jour, on a refusé de nous verser notre solde, mais nous voulons notre argent avant demain, la veille de Noël.
Quittez vos quartiers au château, remettez-nous les clés et je vous promets que vous serez payés. Vous devez payer tout de suite ou nous prenons le pouvoir. Dans ce cas, prenez notre place au gouvernement. Et demain, les Alliés viendront nous envahir. Je vous en prie, prenez ma place. Tout ce qu'on veut, c'est notre solde. J'ai bien cru qu'il vous était arrivé quelque chose. Pardon, on ne peut plus circuler, monsieur le comte. Ils ont fait appel à l'artillerie. Ils tirent sur les matelots pour les chasser du château. C'est incroyable, mais les rues sont noires de monde. Ils attendent quelque chose, un appel au peuple, Liebknecht. Mais personne ne sait. La peur est partout, on le sent. Je sais, mais Dieu merci, les marins ont enfin mis de l'eau dans leur vin. Ils ont promis de renoncer à toute action offensive contre le gouvernement. Cette fois, c'est pas tombé très loin. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit, le mystère annoncé s'accomplit, le divin bébé s'est endormi. L'enfant sera mon roi pour toujours. L'enfant sera mon roi. J'ai beau dire ce que je veux, mon père ne jure plus que par les spartakistes. Il est loin d'être le seul. À l'évidence, leurs arguments sont extrêmement limités. Et leurs promesses sont absurdes. Les réactionnaires sont loin de voir disparu, Max. Il y a dans leur cerveau des notions qui augurent je ne sais quel effrayant destin, quel effrayant avenir pour le peuple. Ah, lupus in fabula. Quoi? Qui est-ce? Mon nouveau chef, Brockdorf Rantzau, ministre des Affaires étrangères. Bonsoir, cher comte. Et bienvenue à Berlin. Merci. Et félicitations, cher comte. Dommage que le gouvernement ait besoin d'hommes pour penser à sa place. Et y arriverons-nous? On me dit que vous avez refusé mon offre de vous rendre à Berne en tant qu'ambassadeur. C'est ici qu'on a besoin de moi. Et Dieu merci, mes compétences se limitent à l'étranger. Mes compétences se limitent à l'étranger. On dirait l'intrigant dans toute sa splendeur. Tu ne crois pas si bien dire. C'est lui qui va mener la négociation de la paix avec tous ces minables. Ce sera un vrai carnaval. Il va transformer en comédie les malheurs de l'Allemagne. Ce n'est qu'une vieille tragédienne morphinomane dénuée du moindre sens de l'humour. Joyeux Noël, camarades! On vient d'occuper le quartier des journaux. Le Vorwärts est enfin un journal populaire. À bas le gouvernement Herbert Scheidemann. Le pouvoir aux travailleurs et aux soldats. Champagne! Auriez-vous vendu une de vos toiles, mon cher Gross? Non, mais j'ai une commande de Herzfeld pour une gravure. Et vive la Révolution! Allons donc. La Révolution n'est que manipulation, mes amis, et ces grands idéaux ne sont, comme les vôtres d'ailleurs, que des alibis pour la défense d'intérêts personnels. Et je devrais vous offrir du champagne, hein? Alors, c'est fait? Le comte Brockdorf Rantzau aux affaires étrangères? C'est la loi de la démocratie. Pourquoi un comte n'aurait-il pas les mêmes droits que ses concitoyens? Et c'est pour ça que nous voulons qu'il soit renversé comme les autres, sauf si vous êtes disposé à payer le champagne. Maman! Mon épaule! Oh, nom du ciel, mon grand! Friedrich Ebert leur a dit de tirer sur les marins. Avec l'artillerie et... les gaz asphyxiants. Mais on a enfin décidé d'abandonner ce gouvernement de traîtres. On va les faire payer. L'heure de la révolution a enfin sonné. Liebknecht et Luxembourg sont les seuls capables de nous donner le pouvoir, les seuls. Mon grand, sois prudent. Promets-moi de rester ici avec moi. Promets-le-moi. Au moins jusqu'à ce que ta blessure soit guérie.
Ah, tu es là. Il faut y aller. Ils nous attendent. Non, je n'ai vraiment pas le cœur à faire la fête. Mais... Sois gentil, Max. Vas-y tout seul et amuse-toi. Bien, comme tu voudras. Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. Je vous en prie, monsieur. Un habitué comme monsieur le comte est ici comme chez lui. Souhaitez-vous préparer le tartare vous-même? Ah, faites-moi ce plaisir une dernière fois. C'est enfin le dernier jour de cette effroyable année. La prochaine ne sera pas franchement meilleure. Je le crains aussi, monsieur. Vous saviez que la Ligue spartakiste s'est officiellement séparée de nous? Vous faites partie des indépendants? Plus maintenant. Je n'approuve plus leur façon de faire. Liebknecht et Luxembourg n'ont pas tort. Parler ne sert plus à rien. J'y réfléchirai à deux fois, Gustave. Ces deux-là ont combien de partisans? Peut-être 5-6 000 personnes. Les dizaines de milliers qui les acclament à la tribune ne sont que fanions au vent. Ils seraient prêts à faire un triomphe à Ludendorff pour une bouchée de pain. Mais vous vous trompez peut-être, monsieur le comte. Non, laissez-moi faire. À la nouvelle année, quoi qu'elle puisse nous réserver. Et je serai ravi que vous ayez envie de prendre une bonne cuite avec moi. J'en serai honoré, monsieur le comte. Travailleurs! Camarades! Soldats! Hébert et Scheidemann sont vos ennemis! Les instances du pouvoir exigent des hommes neufs! À cause d'eux, de trop nombreuses vies humaines vont être brisées par leur haine viscérale envers la révolution et le prolétariat! Ce sont tous des meurtriers! Camarades! Travailleurs! Nous ne devons pas les laisser nous manipuler plus longtemps! La situation est claire! Il est temps de nous révolter! C'est la lutte finale! Nous prendrons les armes contre nos ennemis mortels! Nous combattrons jusqu'à leur mise à mort! Le peuple aura raison d'Hébert et de Scheidemann! Cet après-midi, Liebknecht et maintenant vous? Vous êtes le bolchéviste de la peinture, mon ami. Je ne suis pas un bolchéviste, je suis un pacifiste. Qui veut prêcher, améliorer, réformer, éduquer et moraliser les foules. Je ne sais pas si la peinture abstraite peut y parvenir, mais il faut accrocher les tableaux dans toutes les écoles, pas dans les salons bourgeois comme celui-ci. Ce que vous êtes en train d'admirer ici n'est pas une chose naturelle, Harry. C'est un accident. C'est une maladie, un goitre. Et ce tableau, combien coûte-t-il? Je vais vous le dire. Laissez-moi d'abord finir. L'art moderne doit être avant tout violence. Oyez, oyez. Mais la violence ne fait qu'engendrer la violence. Cette exposition reflète d'ailleurs la violence de cet art que vous revendiquez. Cette violence est ma façon d'inciter les gens à lancer des grenades sur les bourgeois. Mon cher, vos arguments me semblent cohérents, j'y suis sensible. Alors, combien coûte-t-il ce tableau? Chère madame, c'était vraiment délicieux. Je ne pense pas avoir aussi bien mangé depuis le début de cette guerre. Comment s'appelle cette merveilleuse spécialité, Swab? Reisburger Marsch, monsieur le député. En fait, ce sont les parents de Mathias qui me l'ont envoyé par gentillesse. Vous en voulez encore? Dire non serait une grave offense. Savez-vous ce que les Anglais m'ont dit à répéter, mon cher? Que l'entrée de notre centre au gouvernement serait d'une importance capitale pour l'issue des négociations de paix. Et toi, Mathias? Évidemment, merci, Paula. Rester dans l'opposition serait plus efficace. Sûrement pas. Un gouvernement d'union serait plus cohérent. Séparation de l'Église et de l'État? Non, plutôt mourir que voir ça. Oui, mais la liberté de religion serait néanmoins garantie. Les écoles non confessionnelles, il n'en est pas question, Mathias. Ce sera bientôt voté.
Ce sera à l'appréciation de chaque État. Tout de même, je suis contre. Mais si nous restons des opposants, les Alliés hésiteront. Et ils se diront que le gouvernement n'est pas représentatif. Je t'en conjure, Johan. Je crois que le destin de la patrie justifie ce sacrifice. Faites confiance à mon mari, monsieur Gisberts. La violence, quelle que soit la personne qui y a recours, est réactionnaire. Dans ce cas, nous sommes tous morts. À moins de donner ordre de tirer. Votre prédécesseur, l'excellent président du parti, M. August Bebel, nous a assuré que s'il fallait un jour défendre notre patrie, il serait parmi les premiers à prendre les armes. Je vous rappelle que c'est une promesse qu'il avait faite au moment où le tsarisme russe nous menaçait. Tsarisme ou bolchevisme, quelle différence? Il faut que nous défendions notre peau, monsieur Ebert. Messieurs, veuillez excuser mon arrivée tardive. Mais les chemins de fer sont totalement désorganisés. Rien que pour venir de Kiel, il m'a fallu 8 heures au moins. Même les trains ne peuvent plus arriver à l'heure. La pauvre Allemagne. Merci d'avoir répondu à mon appel, Gustave. Friedrich, face à une telle situation, il est de votre devoir de prendre les armes. Il vous faut ouvrir le feu sur tout ce qui se trouve en ligne de mire des troupes. Je crois que les temps changent, mon général. J'attendais ce moment avec impatience. Monsieur le ministre de la Guerre, général Ludwitz, capitaine Pabst, messieurs, je suis avec vous. Notre situation est tragique. Les Spartakistes veulent à tout prix s'emparer du pouvoir. On veut nous faire tomber par la violence. On ne peut répondre à la violence que par la violence. Je vous propose de confier le commandement en chef de nos troupes au général Ludwitz. La nomination d'un général scandaliserait le prolétariat. Mieux vaut nommer un civil. Il faut que ce soit un cadre de notre parti. Pourquoi ne pas vous en charger, monsieur Noske? Merci, mon général. Tu serais l'homme idéal, Gustave. Et pourquoi pas? Quelqu'un devra assumer cette boucherie. Je ne reculerai pas devant cette responsabilité. C'est l'heure des règlements de compte. Appel au peuple allemand! Lisez-le tous, camarades! Lisez-le! Appel au peuple allemand! Tenez, lisez, camarades! Appel au peuple allemand! Lisez-le tous! Mon grand, dis à tes camarades d'arrêter immédiatement de se battre. Il faut que tu leur dises... Tiens, Lisa. Le peuple n'a plus droit à la parole. Ses ennemis veulent étouffer sa voix. Là où règne Spartacus, c'est la mort des libertés personnelles. Spartacus vous menace. À cause d'eux, vos soldats seront privés de nourriture ainsi que les populations civiles. C'est n'importe quoi. Qui a soutenu la guerre? Les sociaux-démocrates de la majorité. Qui est-ce qui a laissé mourir de faim des milliers de femmes et d'enfants pendant la guerre? Ebert et Scheidemann. Je m'en fiche de tout ça. Regarde, c'est l'heure du règlement de compte. Ils vont tous vous tirer dessus. Pas nouveau, tu sais. Cette fois, ils vont tous vous tuer. Il faut que tes camarades déposent les armes. Faut pas faire ça. Au contraire, tout commence. On les a bien mis au gouvernement. On doit bien pouvoir les faire tomber. Arrêtez! C'est un événement d'ordre mondial, Max. C'est ce que Herzfeld, Gross et les autres n'ont pas compris. C'est un enjeu qui concerne le choix entre l'Ouest et l'Est, la guerre ou la paix. Le choix entre mirage de l'utopie et souffrance quotidienne. Depuis la Révolution française, jamais une nation n'a été obligée de faire un choix aussi déterminant. À droite! Allez!
Tu peux pas. Je viens de vous le dire, je m'appelle Marcusson. Nous savons très bien qui vous êtes, monsieur Liebknecht. Allez, Ne me touchez pas! Allez, plus vite. Avancez, allez. Après vous, mademoiselle Luxembourg. Madame Luxembourg. Je vous rappelle. Karl Liebknecht. Et vous êtes Rosa Luxembourg, c'est exact? Ça, c'est à vous de le savoir. D'après votre signalement, c'est ça. Puisque vous le dites. Venez avec moi. Monsieur Nosk, capitaine Pabst. Je les ai arrêtés, tous les deux. Liebknecht et Luxembourg. Puis-je avoir l'ordre de les fusiller? Ça, je ne peux pas. Ce serait l'effondrement de notre parti. Appelez le général Ludwitz. Il ne permettra jamais ça, et vous le savez. Eh bien, ce sera à vous d'assumer vos responsabilités. Merci. Je les assumerai. Je crois qu'on est en panne. Il va falloir finir à pied. Vous pouvez marcher, monsieur Liebknecht? J'y arriverai seul. Karl Liebknecht n'a sûrement pas été abattu en tentant de fuir. Je ne vois pas qui il aurait pu fuir. Et ce ne sont pas les corps francs, ces meurtriers, qui peuvent prétendre faire la loi. Des témoins dignes de foi ont constaté à la morgue que Liebknecht a été abattu à bout portant. Il a été exécuté comme un chien. Exécuté de 3 balles. Une dans le bras gauche. Une dans le côté droit du thorax. Et la 3e, la balle mortelle, dans le front. Celle qui est ressortie par un trou béant à l'arrière du crâne. C'est clair, il a été assassiné. Nous exigeons que l'enquête ne soit pas confiée au tribunal militaire, mais à un tribunal extraordinaire composé de membres dignes de foi des 2 partis socialistes afin de faire éclater la vérité. Tous nos sous-marins. Ils veulent qu'on leur livre tous nos sous-marins. 58 000 machines agricoles par-dessus le marché. Silence! Faites-moi de bruit! J'ai jamais vu ça, on s'entend plus parler. Quoi? L'ensemble de nos sous-marins et 58 000 machines agricoles? Je crois que ce Foch a perdu la tête, mon Dieu! Mais c'est absolument intolérable! Jamais, il faudra d'abord me tuer! Vous voulez dire tuer des milliers de gens innocents, abattre des soldats, affamer la population, surtout les femmes et les enfants? C'est un diktat, je ne l'accepterai jamais! Et si à cause de cela l'armistice n'est pas prolongé? Dans ce cas-là, vous rentrez. Ça voudrait dire reprendre les hostilités, monsieur le chancelier. Vous en êtes conscient?
Landsberger. A telegram for you, sir. Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg ont été tués. L'Allemagne va être plongée dans le chaos et... Monsieur Herzberger vient d'apprendre que Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg ont été assassinés. Et maintenant, vous craignez la vraie révolution? À moins que cette révolution ne soit déjà en cours. Oui.